Hervé Mazurel, nous allons parler maintenant de la notion sensibilité. Je ne dis pas sensible parce que alors là, on n'en aurait pas fini. Vous savez que pour Diderot, tout le monde était sensible. Donc, nous n'en ayons pas fini d'en décliner tous les attributs. Je partirai d'une question simple, pour aborder cette notion sensibilité. Qu'est-ce que c'est, Hervé Mazurel, un historien de la sensibilité, sachant qu'il a existé des historiens des mentalités qui s'inspiraient plus ou moins de la psychologie historique, etc. Mais, bon, c'est pas pareil, mentalité et sensibilité. Et vous êtes historien des sensibilités. Je le dis au passage, comme ça je ne le rappellerai pas, que vous avez une revue, vous vous occupez d'une revue avec d'autres qui s'appelle précisément Sensibilité. Alors oui, alors c'est un peu différent, hein, même si on s'inspire des historiens des mentalités, mais il y a un écart. Le mot sensibilité, d'abord, c'est un vieux mot du XIVe siècle qui a une longue histoire, mais que je prendrai un peu dans l'acception que lui a donnée Lucien Febvre, qui est à l'origine de l'histoire des sensibilités, dans un article de 1941 qui s'appelle « La sensibilité et l'histoire, comment écrire l'histoire de la vie affective ». Hein, donc au fond, là, pour lui et pour moi aussi, la sensibilité, c'est la vie affective et dans toutes ses manifestations. Et du coup, c'est à la fois l'histoire des sens, des perceptions sensorielles, mais c'est aussi l'histoire des émotions, l'histoire des sentiments, l'histoire des passions. On dit souvent des sentiments et des passions que ce sont les formes supérieures de la sensibilité, même si je suis plus attiré, pour ce qui me concerne, par le sensoriel, hein, et notamment sous l'influence d'Alain Corbin, qui est celui qui a... après Lucien Febvre, parce que le projet d'histoire des sensibilités qu'il avait dessiné au début de la Seconde Guerre mondiale n'a pas été très suivi, un peu par Robert Mondeau, mais n'a pas été très suivi. Et ce projet a été repris et redynamisé, revisité par Alain Corbin dans les années 80-90. Et c'est à son contact, hein, c'était mon premier directeur de thèse, que je me suis complètement inscrit dans l'histoire des sensibilités. Alors, les historiens des mentalités, et les mentalités, alors ils avaient emprunté cette notion de mentalité à l'anthropologie, à l'ethnologue Lucien Lévy-Bruhl, hein, pour essayer, au fond, de retrouver les contours du pensable à telle ou telle époque, hein, comme fait, par exemple, Marc Bloch dans Les Rois thaumaturges, autour des croyances collectives liées au roi guérisseur en France et en Angleterre au Moyen-Âge, ou comme fait Lucien Febvre dans son livre sur Rabelais. Il dit, au fond, est-ce qu'on peut faire, comme on le fait souvent, de Rabelais le premier athée? Il dit non, au fond, au XVIe siècle, l'athéisme n'est pas possible, ça n'est pas pensable, on ne peut pas vivre en athée au sens moderne. Ça n'est pas dans les configurations mentales possibles, en quelque sorte, l'athéisme. Donc c'est les contours de ce qu'on peut penser, les contours du pensable à telle ou telle époque. Ça, c'est plutôt l'histoire des mentalités. Et il y a une tradition magnifique, hein. Moi, je lis encore, bien au-delà de ma période Georges Duby, Jacques Le Goff, Philippe Ariès, Jean Delumeau, il y a toute une... Enfin, c'est infini, Alphonse Dupont, des historiens des mentalités, moi je continue de les lire énormément. Néanmoins, ils ont écrit à une époque qui était aussi celle d'un certain modèle d'histoire sociale, et qui est d'histoire sociale économique, qui était dominante. Et le mental était vu un peu comme avant tout ce qu'on appelait une histoire de troisième niveau. C'est-à-dire qu'il y avait l'économique, hein, les forces productives, hein, le plus essentiel, le plus déterminant. Le social, hein, qui reflétait, donc les positions sociales qui reflétaient l'économique, et puis le mental, c'était un peu le dernier étage. Et c'était pas considéré comme étant finalement le plus important. Et les historiens des mentalités ont voulu sortir un peu de ce schéma, qui est un schéma à tonalité marxisante. Hein, au fond, le mental, c'est pas seulement une histoire de troisième niveau, les mentalités, ce ne sont pas seulement les reflets, elles produisent le monde social. Elles ne le font pas que le refléter, elles le produisent. Donc il y a une révolution qui s'opère dans les années 80, et l'histoire des sensibilités naît de ça. Mais en disant... au fond, il n'y a pas seulement le mental, hein, il y a l'émotionnel, il y a les affects, la vie des affects. Hein, et il faut essayer de retrouver, comme dit Alain Corbin, la configuration de ce qui pouvait être éprouvé et de ce qui ne pouvait l'être à telle ou telle époque, dans tel ou tel milieu, dans telle ou telle société. Hein. Retrouver les contours de, je ne sais pas si ça se dit, les contours de l'éprouvable, je pense que c'est un néologisme que vous me pardonnerez, hein, les contours de l'éprouvable à telle ou telle époque. Et Alain Corbin, très justement, disait, au fond, les historiens connaissent mal les configurations changeantes du désiré et du rejeté à telle époque, de l'agréable et du désagréable, du recherché et du refusé, du fascinant et du repoussant, du tolérable et de l'intolérable. Et au fond, l'histoire des sensibilités, elle doit explorer
les transformations de ces configurations affectives-là à travers le temps. Hein, voilà. Prenons un schéma classique. Là, je vois à peu près, oui, effectivement, la révolution, enfin le changement en tout cas qui s'est opéré avec le passage de l'histoire des mentalités à l'histoire de la sensibilité. Mais ce qu'on appelle sensibilité classiquement, c'est en fait au 19e que ça apparaît essentiellement avec des gens comme N. de Biran, où à la suite de la physiologie bien sûr, on distinguait trois types de sensibilité. La sensibilité viscérale, alors là, que peuvent dire les historiens de nos organes, ça c'est encore une autre histoire. La sensibilité proprioceptive, bon ça c'est assez facile, c'est-à-dire c'est les allures, les attitudes et les mouvements du corps. Et les allures, c'était extrêmement important. Par exemple, quelqu'un comme Balzac a écrit une magnifique théorie de la démarche, et donc de la marche, des allures, quand on marche. Et puis la sensibilité extéroceptive, c'est-à-dire l'organe des sens. Alors là, bon, on peut effectivement décliner le toucher, le goût, etc., etc. Mais vous voyez pourquoi je vous présente cette partition, somme toute, classique. Parce que, bien sûr, on pourrait dire, mais pourquoi les historiens, ils nous font pas l'histoire de la sensibilité viscérale, par exemple? Pourquoi sont-ils plus attentifs à la sensibilité proprioceptive, aux allures du corps, etc., au sport, etc. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, ouais, c'est qu'on touche là à cette jointure entre le physiologique, ce qui serait, et puis ce qu'on pourrait appeler l'essence interne aussi, hein, toute la sensibilité intérieure. Alors, il y a un historien qui s'est lancé, c'est Georges Vigarello, hein, qui a publié un livre sur l'essence interne. Hein, mais c'est évidemment extrêmement difficile pour les historiens de travailler. C'est peut-être un point limite. D'une certaine manière, l'histoire des sensibilités, c'est un territoire limite. C'est pour les historiens. C'est-à-dire que c'est quelque chose, on sait que ça a une histoire. C'est extrêmement difficile à documenter. Hein, et donc, les traces sont fugaces, fragiles. C'est un espèce de territoire d'exploration. Hein. Je dirais jamais à tous les historiens, allons-y, c'est le chantier. Voilà, c'est un territoire limite. C'est un savoir conjectural, indiciaire, l'histoire des sensibilités. Et donc, il y a aussi, là, c'est une zone qui est très difficile à travailler avec des archives. Voilà. Tout ce qui a trait aux allures, aux démarches, là, ça rejoint davantage l'histoire des habitus ou l'histoire des techniques du corps, de Marcel Mauss, justement, les manières de marcher, les manières de courir, les manières de nager, les manières de table, tout ça. C'est aussi ce qu'on appelle le social incorporé. Hein, c'est l'habitus, au sens de Mauss, au sens d'Elias, au sens de Bourdieu aussi, même si c'est un peu différent à chaque fois. Et puis il y a la sensibilité, voilà, l'idée importante, c'est de comprendre que nos sens ne sont pas des fenêtres sur le monde, hein, ne sont pas des chambres d'enregistrement du monde, comme on pourrait le penser a priori. Ce sont des filtres. C'est-à-dire que ce n'est pas tant, comme le dit très bien David Le Breton dans son livre La saveur du monde, ce n'est pas le réel que nous percevons, mais déjà un monde de signification. C'est-à-dire que nous sommes, il dit, autrement, je ne sais pas la citation exacte, mais il dit au fond, nous ne sommes pas seulement un œil, une main, une bouche face au monde, nous sommes déjà un regard, nous sommes déjà une palpation, nous sommes déjà une gustation, une olfaction, etc. C'est une activité. Hein, c'est-à-dire que, au fond, pendant notre socialisation enfantine, nous apprenons, d'une certaine manière, de sentir et de ressentir. Nous décodons le monde environnant grâce à la culture sensorielle de notre groupe d'appartenance. Et donc nous n'habitons pas tout à fait les mêmes mondes sensoriels, hein, selon les milieux, mais selon les cultures, selon les époques. Hein. Et donc l'histoire des sensibilités, elle a pour fonction aussi d'explorer cette diversité des modèles sensoriels. Et ce qu'a très bien décrit Alain Corbin, hein, qui notamment montre comment voilà, des spectacles qui pouvaient être plaisant, recherché encore au XVIIIe siècle. Même je pense par exemple à la scène qui ouvre Surveiller et punir. Tout d'un coup, ce grand châtiment du régicide d'Amiens, des foules entières qui participent au spectacle d'un supplice qui dure 5 ou 6 heures, et puis ce spectacle-là n'est plus supporté 50, 60 ans plus tard. Casanova a refusé d'assister au spectacle du supplice. Parce que montait chez les élites un dégoût croissant pour ce type de pratique-là, mais aussi dans le reste, de plus en plus, c'est Arlette Farge qui l'a très bien montré, les foules commençaient à prendre le bourreau de plus en plus en haine,
et à avoir de la pitié pour le supplicié. Hein, donc il y a tout ça, ça se métamorphose. Donc le spectacle de violence, du supplice, se transforme. Les seuils de tolérance à la vue du sang, à l'épanchement du sang, etc., changent, et notamment les évanouissements de plus en plus nombreux, etc. Et donc tout ça, c'est très intéressant à suivre sur le temps long. C'est-à-dire comment, après, il y a la guillotine, bien sûr. Et puis la guillotine va quitter la place de Grève, va aller aux marches de Paris, et puis après, l'exécution publique se passera à l'intérieur des prisons. Et au bout de cette évolution des sensibilités collectives, il y a l'abolition de la peine de mort. Tout d'un coup, ça n'est plus tolérable. C'est-à-dire que cette violence spectacle n'est plus recevable, elle engendre du dégoût. Voilà. Et donc, ça, c'est une manière de faire l'histoire des sensibilités. On pourrait multiplier les exemples, mais pour le sensoriel, ça a été beaucoup travaillé. Alors, quand vous faites l'histoire des sensibilités, est-ce que vous avez l'impression, aussi en un certain sens, de réhabiliter la sensibilité? Vous qui avez lu Nietzsche, vous savez que justement, il y a l'idée finalement de réhabiliter le sensible, je simplifie un peu, mais elle participe justement chez Nietzsche de sa lutte contre le nihilisme, parce que finalement on peut dire que quand il dit sauver les apparences, c'est aussi sauver les apparences du sensible. Donc est-ce que l'historien, dans la mesure où vous venez de l'expliquer, mon corps est connaturel au monde, donc évidemment je suis affecté en priorité par ce qui m'entoure. Ou si je suis ultra subjectiviste, je pourrais dire, pour sentir le goût du fruit, faut-il encore qu'il y ait un fruit? C'est-à-dire que, évidemment, si je suis dans le désert, je ne vais pas me précipiter sur une fraise, si ce n'est une fraise mondialisée qui ne sera pas forcément... Bon, vous voyez ce que je veux dire par là? Il y a donc des aires, des constructions, des milieux de sensibilité, etc. etc. Mais est-ce que l'historien du sensible a l'impression, en travaillant sur les sensibilités, j'ai lu votre dernier numéro de la revue Sensibilité qui est consacré à l'argent. Le passage, l'article, disons, sur Marx m'a beaucoup intéressé. Marx et l'argent. C'est-à-dire que voilà, comment Marx, tous les jours, il a pas un sou, il se plaint tout le temps, ses articles sont peu payés. Enfin, on trouve des résonances très, très, très intéressantes sur ce point. Alors, par exemple, pourquoi l'argent, vous diriez que ça participe de la sensibilité? Parce qu'il y a rien de plus... l'argent n'est pas désaffecté du tout. C'est même peut-être un des lieux où les affects sont les plus forts. Ça peut diviser des familles, l'argent, la question des héritages. Quand on y réfléchit, le capitalisme tient sur un sentiment, la confiance. Quand la confiance disparaît, c'est la panique. C'est encore des histoires d'affect, d'émotions contagieuses, la panique. Donc, ce qu'on voulait montrer, au fond, c'est que... ça c'est la vieille critique de l'homo economicus, mais là, les acteurs n'agissent pas avec des intérêts bien compris, au maximum, en maximisant en quelque sorte leur profit. Il y a toujours des affects, des passions qui s'expriment jusque dans le monde économique. C'était un peu l'idée, et c'était aussi un peu pour dire, voilà, c'est pas parce qu'on travaille sur les sensibilités qu'on va travailler seulement sur la joie, la fête, le rêve, la sexualité, etc. En fait, la sensibilité, on ne fait pas de l'histoire de la sensibilité comme un petit domaine séparé. En fait, c'est une manière de retraverser le politique, de retraverser l'économique, de retraverser le culturel. Il y a des affects partout, il y a de la sensibilité partout. Et donc, on doit aussi prendre en compte ça. Alors, vous évoquiez Nietzsche tout à l'heure. Oui, moi, j'étais très frappé en découvrant plus tard. Je ne m'étais pas arrêté à l'époque. En 1886, dans le Gai Savoir, vous avez vraiment un programme d'histoire des sensibilités. Il nous faudra un jour une histoire de la joie, une histoire de l'amour, une histoire de la cruauté, une histoire du châtiment. Ça n'a pas été écrit. Il faudrait la décliner selon les époques, selon les cultures, selon les milieux. C'était quasiment Lucien Febvre avant l'heure. Et pourquoi, oui, d'un point de vue, pour répondre à votre question sur est-ce que j'ai le sentiment de participer à une réhabilitation de la sensibilité? Oui, fondamentalement, au sens où quel est le mouvement? Ce mouvement-là, c'est un peu celui aussi du moment des maîtres du soupçon, Marx, Nietzsche, Freud. C'est-à-dire qu'à un moment, qu'ils disent, au fond, on ne peut pas se préoccuper seulement de la raison, des idées claires et distinctes, on ne peut pas s'occuper seulement du niveau de la conscience. Derrière tout ça, sous tout cela, il y a des forces profondes, il y a des forces, chez Marx, des intérêts, des appétits,
Il y a chez Nietzsche voilà, le corps, la grande raison du corps, les affects, les sentiments moraux, les généalogies de la morale. Il y a chez Freud les affects inconscients. Voilà. Donc c'est le grand moment des maîtres du soupçon, aussi différents soient-ils, Marx et Nietzsche, Freud, mais ils ont ce chose d'aller débusquer sous la conscience. La question du désir, la question des émotions, la question des appétits, et que du coup, et Norbert Elias, il est aussi à la croisée de ça. Il dit à un moment, attention, si on ne fait que s'occuper de la conscience, de la raison, des idées, sans s'intéresser aux structures pulsionnelles, aux émotions, aux sentiments, aux affects, il a produit une sociologie des affects assez incroyable. Si on ne fait que ça, on s'enferme dans un champ de fécondité médiocre. En fait, l'idée, c'est d'arriver à non pas délaisser la raison, la conscience et les idées claires et distinctes, mais toujours aussi de prendre en charge la question de la vie affective au sens large, et donc des sensibilités. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de poids, et donc dans la détermination de nos conduites individuelles et collectives, la question des affects est souvent déterminante. Pas seulement, mais elle l'est aussi déterminante. Donc Hervé Mazurel, l'historien des sensibilités, a véritablement pour tâche de revaloriser la part du sensible. Oui, on peut dire ça, avec toute l'équipe de sensibilité, donc de la revue, avec Quentin Dulermoz, Clémentine Vidal-Naquet, Thomas Dodman et d'autres, et Anoche Kuntz. On a cette idée-là qu'il faut, en quelque sorte, interroger les ressorts sensibles de la vie contemporaine. Et le projet de la revue, c'est de redonner de la profondeur temporelle à ce qui advient. Mais par exemple, je pense que l'historien des sensibilités, même si ça, c'est pas ma spécialité, on en parlait un peu tout à l'heure, a quelque chose à dire de l'évolution, par exemple, de la vie politique contemporaine, de ce qu'on appelle le gouvernement des émotions. C'est-à-dire pourquoi, dans la sphère politique aujourd'hui, on cherche peut-être davantage à émouvoir qu'à convaincre. Pourquoi le vieux débat de la Troisième République, le vieux débat parlementaire où on pouvait argumenter longtemps pour convaincre, ça a disparu. Et moi, mon idée, c'est l'accélération du temps politique qui crée, du fait de l'information continue, Twitter, etc., oblige les femmes et les hommes politiques à parler très vite, à parler plus rapidement après les événements, dans l'émotion, et avoir des effets par ce biais-là, parce que le temps court, le temps spontané, c'est celui de l'émotion. Le temps du débat et le temps de l'argumentation, de la raison, c'est un temps qui nécessite du recul. Donc une espèce de ralentissement du temps. Et nous sommes emportés dans cette accélération générale du temps, et du temps politique en particulier. Et je crois que du coup, c'est propice aussi à l'émotion, en quelque sorte. Alors d'un côté, il y a une négativité ici que vous sentez bien, c'est-à-dire que je crois que le gouvernement par les émotions me fait peur, et en même temps, il y a aussi un mouvement d'émancipation des émotions aujourd'hui qui me semble pour le coup assez valorisable, et qui me semble intéressant en tout cas, c'est-à-dire que nous sommes moins corsetés qu'autrefois, avec l'obligation de ne pas manifester nos émotions devant autrui, notamment dans les codes de masculinité d'antan, c'était l'idée de ne pas pleurer, de ne pas manifester ses émotions. Darwin disait, au fond, les Anglais sont vraiment les plus forts parce qu'un Anglais ne pleure pas. Un Anglais doit rester droit dans ses bottes et ne pleure pas. Et aujourd'hui, nous valorisons davantage l'expression des émotions, chez les femmes, chez les hommes, chez les enfants. Nous tenons davantage compte des émotions, nous les écoutons, nous faisons en sorte qu'elles soient libérées par la parole. Donc nous vivons un âge d'émancipation des émotions. Alors on sait, avec les conséquences que ça peut avoir, je ne sais pas, mais les codes moraux très stricts qui enserraient en quelque sorte les émotions, qui réprimaient leur expression, se sont desserrés à partir des années 60, 70 et jusqu'à aujourd'hui. Et je pense donc on assiste à ce que Karl Zutter s'appelle un décontrôle contrôlé des émotions. Ce que je trouve, c'est une idée eliassienne, mais que je trouve très intéressante. On vit dans un monde où on doit pouvoir, à autrui, faire part davantage de son ressenti. Je vous trouve sur ce point optimiste, mais ce n'est pas à moi de le dire. Je prendrai 1000 exemples, enfin les transports en commun par exemple. Il y a 30 ans, on pouvait parler, s'exprimer, converser, avoir des degrés
de hauteur de voix très variable. Aujourd'hui, c'est quasiment exceptionnel. Il y a un individualisme, disons, outrancier. Alors, c'est pour ça que l'articulation entre ce que vous appelez la libération des émotions et l'hyper-individualisme contemporain, et ce qu'on appelle, ce que Pierre-Rosan Vallon appelle la démocratie des émotions, pour moi, enfin, je ne suis pas sûr que ce soit forcément la bonne grille d'analyse, puisque vous avez prononcé le mot, je crois, qu'il fallait, et on peut terminer là-dessus cette notion, le mot autocontrainte. C'est-à-dire que libération, admettons, libération des émotions d'un côté, autocontrainte de l'autre. Quelles sont les nouvelles formes d'autocontrainte pour l'historien des sensibilités? Alors, encore une fois, la conjonction entre le historien du temps présent et historien du passé est difficile. Oui, c'est difficile pour moi de parler très contemporain, parce que malgré tout, j'en suis pas spécialiste, hein, je suis essentiellement un lecteur là-dessus. Je pense malgré tout qu'il y a bien une forme d'émancipation des émotions qui a accompagné la psychologisation de nos sociétés depuis 50 ans. Hein, et le recours à toutes sortes de thérapies, hein, depuis la psychanalyse, mais des thérapies, des psychothérapies, des thérapies comportementalistes, ont libéré la parole émotive, en quelque sorte. Et en même temps, il est vrai que je suis bien d'accord avec vous, on assiste dans les transports en commun notamment, mais c'est pas vrai, par exemple, dans tous les pays. Si vous allez en Espagne, vous retrouvez tout de suite des hauteurs de niveaux sonores tout à fait différents. Donc c'est ça aussi, c'est très intéressant, c'est qu'il y a des habitus nationaux. Ça, c'est très frappant, hein, notamment dans l'espace public, la rue, mais aussi les trains, etc. Et dans nos espaces, dans un train ou dans un tram ou dans un bus, il y a une réserve très forte, hein, et on est censé être chacun dans notre petite bulle, pouvant lire, pouvant écouter l'émission, voilà, et là encore, il y a une forme de désaffection, de désensualisation des rapports humains et de protection par rapport à autrui. Et ça rejoint des analyses qu'avait fait Georg Simmel il y a très longtemps. C'est le premier qui avait lancé la sociologie des sens, hein, en 1912. Et il décrivait, Georg Simmel, le mouvement de métropolisation des sociétés européennes. Alors lui, il regardait Berlin, mais il avait Londres et Paris en tête. Et il disait, au fond, nous assistons à un basculement complet, d'abord des paysages sonores, hein, on passe de la civilisation de la charrue et du coq à la civilisation de l'automobile et du klaxon. Tout change, et surtout, avec l'exode rural, avec l'urbanisation massive, les citadins font face à un monde urbain de plus en plus agressif, avec des agressions sensorielles très fortes, et avec des rencontres beaucoup plus nombreuses, et ça fabrique chez eux comme une réserve. Hein, ça fabrique un type psychologique du citadin qui est un peu en distance, qui est sur la réserve, qui choisit les contacts dont il veut et dont il ne veut pas, et que donc du coup c'est comme la révolution urbaine engendre des effets sensibles et psychiques très forts et fabrique des types psychologiques particuliers. Et en quelque sorte, on peut lire ce que vous décrivez dans les transports en commun comme la perpétuation, hein, de ce mouvement au long cours, hein, de l'individu qui veut rester dans son quant à soi, sans trop de contacts, les contacts minimaux, et qui donc voilà, il disait, au fond, les citadins occidentaux sont des gens un peu blasés, mais aussi réservés, en distance, etc. Et c'est ce qui choque beaucoup, d'ailleurs, les gens qui viennent des campagnes, etc., qui disent, mais qu'est-ce que c'est froid, tout ça. C'est un monde froid, sans contact, et qui ne s'y plaisent pas. Mais c'est aussi une manière de se protéger, hein, des agressions et sensorielles, mais aussi physiques, que de rentrer en quelque sorte, dans sa coquille. Voilà. Donc je pense que c'est ça la difficulté, c'est que c'est jamais des mouvements unilatéraux. Voilà, et c'est qu'en fait, il y a des processus qui sont pas... qui peuvent être plurivoques parfois, ou qui sont, je ne sais pas comment dire, mais voilà, donc je pense qu'il y a une tension que vous décrivez entre ces deux mouvements, hein, mais qui me semble, là, comme ça, à brûle pour point, je ne vois pas encore comment les articuler, mais il faudrait y penser, savoir comment les articuler mieux que ça. Hervé Mazurel, dans la mesure où l'historien des sensibilités est par définition ouvert et sensible à toutes les manifestations, disons, visibles et perceptibles, alors qu'est-ce qui fait que
il va s'interroger sur un moment de bascule, ou bien quand quelque chose de l'ordre du sensible s'arrête. Je prendrai un exemple très simple, prenons l'exemple des cris de Paris. Ils se sont arrêtés à un moment, que ce soit le cri du Vitrier ou du temps où il y avait les halles à Paris, par exemple. Bon, ça c'est connu de tous. Donc on a cessé de bonimenter en criant. Enfin, ça existe encore un peu sur les marchés, mais comparé... Alors, ça, c'est un point de bascule. Alors, une chose s'arrête. Alors, comment l'historien des sensibilités analyse un point de bascule? Ça c'est vraiment... bien souvent, on est obligé de se placer soit au moment de la novation, c'est-à-dire quand on voit émerger un discours qui relate, notamment si on prend les sources de type autobiographie, journal intime, correspondance, on voit des émotions tout d'un coup qui deviennent de plus en plus prégnantes, et donc on voit une émergence, des émotions, des sentiments qui émergent, quand d'autres, au contraire, s'affaissent ou disparaissent, ou des bruits, comme vous l'évoquiez à l'instant. Si on prenait juste un exemple pour illustrer ce qu'est l'histoire des sensibilités, à mon avis, le meilleur exemple, c'est tiré du livre d'Hélène Monsacré, Les larmes d'Achille, qui décrit au fond un Achille, certes héros guerrier, archétype du guerrier par excellence dans les mondes grecs archaïques, qui pour autant pleure tout au long de l'Iliade. Il pleure bien sûr à la mort de Patrocle, mais pas seulement. Il pleure constamment, à chaudes larmes, et tout en même temps ça participe aussi de sa colère, mais ces larmes ne posent aucun problème à l'égard de sa virilité, n'affaissent pas sa virilité. Et pour autant, Hélène Monsacré, voilà, 4 siècles plus tard, peut-être 5, on ne sait pas exactement combien, mais au moment de l'avènement de la tragédie classique grecque, Échille, Sophocle, Euripide, les hommes ne pleurent plus dans la tragédie grecque classique, ne pleurent plus, et les larmes sont renvoyées vers les enfants et vers les femmes. Et donc les hommes n'ont plus le droit de pleurer dans l'espace public. Il s'était passé quelque chose, un basculement des sensibilités collectives. Mais il y a toute une histoire des larmes qui a déjà été pas mal écrite depuis. Et pour, je pense à Piero Scanaghi pour le Moyen-Âge et à Anne-Vincent Buffo pour l'époque contemporaine. Mais voilà, c'est un objet que je trouve fascinant et qui est typique de l'histoire des sensibilités.